Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de la diplomatie économique et de la manière dont elle peut être utilisée de façon excessive et coercitive. Merci d'être avec nous. La diplomatie économique peut être un outil de gouvernance très efficace. En utilisant l'argent, le commerce, la finance et l'accès au marché comme instrument d'influence et pour faciliter la coopération. Mais il semble que la diplomatie économique ait commencé à remplacer la diplomatie traditionnelle. Et nous la voyons désormais presque exclusivement sous une forme coercitive. Quels sont, selon vous, les risques à long terme liés au recours à ce type de coercition économique plutôt qu'à la recherche de solutions négociées et multilatérales? La diplomatie économique est un euphémisme. C'est de la coercition. On pourrait l'appeler une guerre par des moyens économiques. Quand on entend ce terme, on pourrait croire qu'il s'agit d'utiliser des outils économiques pour favoriser le développement, la coopération, le commerce, ou pour stabiliser l'économie. Mais non, la manière dont on l'emploie aujourd'hui est plutôt cynique. Cela signifie utiliser des instruments économiques, principalement par les États-Unis, pour écraser d'autres économies. C'est à mon sens une utilisation très étrange du terme et un ensemble de politiques très pernicieuses. J'en recense une rancune personnelle, car toute ma carrière a consisté à essayer d'aider les économies à devenir plus productives et prospères afin d'améliorer le bien-être des populations. Mais l'art de gouverner par l'économie, entre guillemets, tel que notre secrétaire au Trésor Scott Bessent a récemment employé ce terme dans une interview qu'il a donnée à Davos, signifiait, et il l'a dit fièrement, écraser l'économie iranienne afin de pousser les gens à descendre dans la rue dans l'idée de provoquer un changement de régime. C'est donc un usage tout à fait remarquable de la puissance économique. C'est une forme de guerre. Elle vise à la destruction. Elle ne transfère même pas le pouvoir. Ce n'est ni de l'extraction, ni de l'appropriation. Elle n'a pas pour but d'enrichir les États-Unis. Elle vise à écraser d'autres économies. Et si vous travaillez dans le même domaine que moi, le développement économique, vous savez à quel point c'est difficile. Combien d'années et d'efforts il faut aux gens ordinaires pour créer la prospérité et le bien-être économique, pour échapper à la pauvreté. Voir le déploiement de ces instruments pour plonger les gens dans la pauvreté, la misère, les crises sanitaires, l'augmentation de la mortalité infantile et juvénile, la réduction mesurable de l'espérance de vie, est terrible. Cela dit, c'est devenu un outil très courant, si l'on peut dire. Encore une fois, un euphémisme, un instrument du pouvoir américain. Et je trouve cela déplorable, comme je l'ai expliqué, mais c'est utilisé de manière omniprésente. Et je pense, Glenn, que pour replacer cela dans son contexte, il faut comprendre quelque chose d'unique à propos de l'impérium américain, à propos de l'impérialisme américain. Dans l'impérialisme américain, contrairement aux empires britanniques du XIXe siècle, l'Amérique gouverne de manière indirecte. L'Amérique a rarement fait ce que Trump dit vouloir faire, c'est-à-dire simplement s'emparer d'un territoire. Nous l'avons fait pour de nombreuses îles et bases militaires, mais en général, les États-Unis n'ont pas envahi dans le but de gouverner directement un territoire d'outre-mer. Ils ont envahi pour y imposer un régime fantoche. Et cette idée, c'est le changement de régime. Ainsi, un élément central de la politique étrangère américaine est le changement de régime. Il faut dire que c'est une forme de politique étrangère extraordinairement inhabituelle. Pour la plupart des pays, à travers la majeure partie de l'histoire, on traitait avec les autres nations telles qu'elles étaient. On ne rêvait pas de renverser leur gouvernement et de diriger leur pays. Il fallait composer avec eux par la diplomatie, la dissuasion ou d'une autre manière.
Mais la mentalité américaine a commencé dans les années 1890, lorsque les États-Unis ont renversé le royaume d'Hawaï, puis lorsqu'ils ont créé le prétexte d'une guerre contre l'Empire espagnol, affaibli et en déclin, afin de s'emparer des Philippines, de Porto Rico et de Cuba en 1898. L'idée s'est alors imposée aux États-Unis qu'ils pouvaient bâtir un empire d'outre-mer en contrôlant la gouvernance de territoires étrangers par le changement de régime, en renversant des gouvernements. Et l'on peut dire que cette idée allait de soi, car la création des États-Unis continentaux avait déjà impliqué des dizaines de changements de régime contre les populations autochtones ou par la guerre contre le Mexique, et ainsi de suite au cours d'un XVIIe siècle. Mais pour ce qui est de l'Empire d'outre-mer, cela a commencé à la fin du XIXe siècle. Les États-Unis ont alors mis cela en pratique sous le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, où Theodore Roosevelt a essentiellement déclaré « Nous serons les policiers des Amériques ». Et ce que cela signifiait en pratique, c'était « Nous déciderons qui gouverne dans les Amériques ». Lorsqu'un gouvernement apparaissait et menaçait les possessions foncières américaines, par exemple, un gouvernement souhaitant entreprendre une réforme agraire comme Jacobo Arbenz voulait le faire au Guatemala en 1954, eh bien, la société United Fruit décrocha le téléphone, appela son cabinet d'avocats, Sullivan & Cromwell, qui contacta leur ancien associé John Foster Dulles, lequel se trouvait alors être le secrétaire d'État des États-Unis. Il a décroché le téléphone et a appelé son frère, Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA, et ils ont renversé Arbenz. C'était donc une opération de changement de régime. Si l'on compte le nombre de ces opérations, c'est stupéfiant. Il y en a eu des dizaines, rien qu'en Amérique. Et dans l'un de mes livres préférés de ces dernières années, écrit par Lindsay O'Rourke, une ancienne élève de John Mearsheimer et aujourd'hui professeure au Boston College, elle a publié en 2018, je crois, un ouvrage intitulé Covert Regime Change, dans lequel elle a recensé 64 opérations secrètes de changement de régime menées par les États-Unis entre 1947 et 1989, pendant la guerre froide. Je mentionne tout cela parce que c'est là que s'insère ce qu'on appelle la diplomatie économique. L'art de la diplomatie économique peut en soi constituer une opération de changement de régime, car il est possible d'étrangler une économie au point qu'un gouvernement s'effondre. Ce n'est pas si difficile à faire. Le plus souvent, on peut comprimer une économie jusqu'à ce que le gouvernement ne s'effondre pas, mais devienne fragile, puis on le renverse par une opération de la CIA. On fait descendre les gens dans la rue. On met en œuvre ce qu'on a appelé, au cours des 30 dernières années, des révolutions de couleur, car il s'agissait souvent d'opérations de la CIA menées sous la bannière d'une couleur figurant sur les drapeaux brandis, comme la Révolution des Roses ou la Révolution orange en Ukraine en 2004 ou 2005, et ainsi de suite. Ce sont des opérations de changement de régime provoquées, souvent précédées d'un affaiblissement économique qui a fragilisé le régime. Nous devons donc comprendre que ce qu'on appelle l'art de gouverner fait partie d'une stratégie impériale plus large. Mais l'Empire américain gouverne par l'intermédiaire de gouvernements fantoches plutôt qu'en modifiant directement la carte pour y planter le drapeau des États-Unis, bien que Trump, parce qu'il est particulièrement vulgaire, semble vouloir le faire aussi. Il veut mettre de côté la partie clandestine, car il n'y a rien à cacher. Il veut procéder à un changement de régime ouvertement. Et en même temps, peut-être aimerait-il voir le Canada, le Groenland et d'autres territoires sous le drapeau américain. Mais en général, ce n'est pas le cas. Ainsi, lorsque nous en venons aux événements récents, le Venezuela et l'Iran ont tous deux été la cible d'opérations de changement de régime menées par les États-Unis, dans lesquelles les moyens économiques ont joué un rôle très direct.
Dans le cas du Venezuela, les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement de gauche qui est au pouvoir depuis un quart de siècle dans ce pays. L'Amérique cherche absolument, au niveau gouvernemental, à renverser les régimes dits de gauche, car ces régimes menacent l'extorsion américaine par les entreprises des États-Unis, ou le pillage par les compagnies minières américaines, ou les grandes sociétés pétrolières comme ExxonMobil et Chevron, et ainsi de suite, qui opèrent dans des États plus pauvres et plus faibles. Ainsi, les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement Chavez-Maduro, au pouvoir au Venezuela depuis un quart de siècle. En 2002, ils ont tenté la voie directe, à savoir une opération de la CIA en lien avec une tentative de coup d'État menée par une partie de l'armée vénézuélienne. Le coup d'État a eu lieu, les États-Unis ont dit « c'est formidable », puis en moins d'un jour, le coup a échoué, car Hugo Chavez, alors président, bénéficiait du soutien populaire. Il était de retour au palais présidentiel dès le lendemain. Après cela, les États-Unis se sont tournés vers des moyens économiques. Ceux-ci se sont accélérés de manière intéressante en raison de la malédiction des ressources naturelles qui a émergé à la fin de la première décennie de ce siècle, lorsque l'Institut géologique des États-Unis a officiellement déterminé que les réserves de pétrole du Venezuela étaient les plus importantes au monde. Cela a déclenché, du côté vénézuélien, une volonté de faire en sorte que ces réserves appartiennent à la nation vénézuélienne et à sa principale compagnie pétrolière d'État, PDVSA. Et cela a mis le Venezuela sur une trajectoire de collision avec les États-Unis, car il y a ExxonMobil, il y a Chevron, des entreprises puissantes qui financent les présidents, qui financent le Congrès, et soudain elles se voyaient écartées par ce régime dit de gauche. Ainsi, en 2014, les États-Unis ont tenté d'organiser une révolution de couleur au Venezuela. Des gens sont descendus dans la rue. Si vous pensez que c'était spontané, j'ai encore bien d'autres histoires à vous raconter. Mais c'est exactement ce qu'est une révolution de couleur. La CIA est impliquée dans toutes ces opérations. D'autres institutions américaines, comme le National Endowment for Democracy, le National Democratic Institute, le National Republican Institute, et ainsi de suite, collaborent avec les médias locaux et avec des groupes qu'elles créent ou financent pour attiser les troubles. C'est le manuel standard de ce type d'opération clandestine. Elles ne sont pas très secrètes, mais on les qualifie de clandestines parce que le rôle des États-Unis est nié. Eh bien, le gouvernement a réprimé ces manifestations. Il ne fait aucun doute qu'il y a des manifestants locaux, d'ailleurs, puisque les gens le demandent, qui ont formulé des objections ou des mécontentements envers le gouvernement, sans aucun doute. Mais l'organisation, le financement, l'acheminement de personnes par bus, la couverture médiatique de masse, tout cela ne se produit pas spontanément. Et donc, les États-Unis ont joué leur rôle. Il y a eu la répression. Et ensuite, une partie du jeu consiste à dire « Ah, quand la répression arrive, c'est là qu'on impose des sanctions encore plus visibles. » Ainsi, Obama a déclaré l'état d'urgence, affirmant que le Venezuela représentait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Vous imaginez? Nous étions tellement menacés par le Venezuela. C'était si dangereux. C'est ce qu'Obama a déclaré en 2015. Il a lancé l'escalade des sanctions. Puis Trump est arrivé en 2017. Et Trump, fidèle à lui-même, a dit « Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas simplement envahir ?» Et il a eu un dîner avec des présidents d'Amérique latine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017. J'ai parlé longuement avec 2 présidents qui étaient présents à ce dîner, et ils m'ont tous 2 décrit exactement le même scénario, séparément. En gros, les présidents s'étaient réunis, et Trump a dit « Pourquoi ne pas simplement envahir le Venezuela ?» Ils ont été choqués.
Ils lui ont expliqué, « Monsieur le Président, ce ne serait peut-être pas une si bonne idée. Cela pourrait être un peu compliqué. Il pourrait y avoir des réactions négatives. Cela pourrait entraîner le chaos, des millions de réfugiés, de lourdes pertes humaines. En Amérique latine, il existe beaucoup de sentiments anti-américains, anti-États-Unis. Cela les attiserait. Ils ont donc essayé de le dissuader. Et Trump a répondu, « D'accord, je vais simplement écraser l'économie vénézuélienne. » I'll just crush the Venezuelan economy. So what began was a ratcheting up. Ainsi commença une intensification des mesures économiques punitives, la confiscation des réserves de change du Venezuela, le gel de ses comptes et la désignation de PDVSA comme entité sous sanction, empêchant ainsi d'autres entreprises de faire affaire avec le Venezuela. Les outils des États-Unis étaient nombreux et variés, et nous disposons de plusieurs lois d'urgence, notamment l'International Emergency Economic Powers Act, qui confère à l'exécutif une autorité pratiquement illimitée pour imposer un très large éventail de sanctions financières, coupant l'économie du système de paiement basé sur le dollar. Ainsi, pour la majeure partie du monde, faire des affaires internationales implique d'utiliser le dollar comme moyen d'échange et de passer par des banques internationales qui facilitent les paiements et les règlements des transactions internationales. Et comme il s'agit de transactions libellées en dollars, elles impliquent en fin de compte des comptes en dollars détenus par des banques américaines auprès de la Réserve fédérale des États-Unis. De ce fait, les États-Unis peuvent imposer un blocus, un point d'étranglement, sur les paiements liés au commerce international. Par exemple, sur la capacité du Venezuela à recevoir des dollars pour le pétrole qu'il exporte, ou sur la capacité de PDVSA, la compagnie pétrolière, à payer les réparations et les opérations dans les champs pétrolifères. Ainsi, Trump a imposé des sanctions extraordinairement globales et très sévères au Venezuela. Entre 2016 et 2020, la production de pétrole s'est effondrée d'environ 3/4. C'est le flux physique de pétrole. Et comme c'est essentiellement la seule exportation du Venezuela, l'économie vénézuélienne s'est effondrée. La monnaie s'est effondrée. L'inflation a explosé. La capacité d'importation s'est effondrée. Le niveau de vie s'est effondré. Et selon les données du Fonds monétaire international, par exemple, la production nationale par habitant a chuté d'environ 2/3 entre 2016 et 2020. C'est pire qu'une guerre. C'est un cataclysme. Ce n'est pas une récession, c'est la destruction d'une économie. Bien sûr, Trump a fait beaucoup d'autres choses qui semblaient farfelues, mais qui n'ont pas été traitées comme telles. Il a nommé un autre président. Soudainement, un jour, la Maison-Blanche a déclaré « Non, M. Maduro n'est pas le président, c'est Juan Guaido. » Alors, nous nous sommes tous gratté la tête. Qui est Juan Guaido? Ah, il siège à l'Assemblée nationale. Et les États-Unis l'ont simplement désigné en affirmant qu'il était le président légitime. On pourrait croire à une bande dessinée, à une plaisanterie, mais cela a eu deux conséquences. La première, c'est que les États-Unis ont utilisé leurs sanctions économiques pour dire que les avoirs appartenaient désormais à M. Guaido. Et cela pouvait tenir du point de vue unilatéral américain. Les États-Unis ont déclaré au FMI que c'était M. Guaido qui avait le droit de nommer le directeur exécutif, et ainsi de suite. Ainsi, les États-Unis, en usant de leur pouvoir, ont simplement proclamé un autre président. Et le second point, c'est que Trump a convaincu environ 60 autres pays, essentiellement des vassaux des États-Unis, de le suivre. Cela veut dire l'Europe. Et d'autres disaient « Oh oui, M. Guaido est président maintenant. » D'une certaine manière, c'est inimaginable. Bon, avançons jusqu'à l'année dernière. Trump a simplement décidé « Maintenant, nous allons envahir. Nous avons écrasé l'économie, imposé les sanctions, affaibli le régime. Nous allons simplement envahir. » Et tous nos médias dominants,
si décourageants comme The New York Times disent « Eh bien, il y a tellement de mécontentement à propos du régime Maduro et les gens souffrent », sans expliquer un mot sur les causes profondes. Je ne sais pas s'ils sont simplement totalement ignorants, totalement achetés, si les journalistes, Dieu sait pour qui ils travaillent, mais le fait est qu'ils ne comprennent pas ou ne racontent pas l'histoire. L'Iran, bien sûr, c'est la même histoire, mais dans un contexte très différent. Les États-Unis imposent depuis des décennies des sanctions économiques globales à l'Iran. Lorsque Trump est revenu au pouvoir pour un second mandat, l'une de ses premières actions a été de prendre des mesures supplémentaires pour écraser l'économie iranienne. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui à mon avis, était surtout là parce qu'il était prêt à utiliser le Trésor américain pour écraser d'autres pays, a invoqué le mécanisme des opérations d'urgence. Trump a donné l'ordre selon lequel le Venezuela constituait une urgence. Et, comme Mnuchin l'a expliqué dans une interview à Fox Business le 20 janvier, il y a seulement quelques semaines à Davos, Trump a ordonné l'écrasement de l'économie iranienne. Et l'OFAC, qui est la branche du Trésor américain chargée de mettre en œuvre le programme de sanctions, s'est mise au travail pour faire chuter la monnaie iranienne en coupant l'Iran de toute transaction internationale libellée en dollars. Ils ont averti les banques du monde entier. Si vous faites des affaires directement ou indirectement avec des entités iraniennes, nous vous sanctionnerons. Vous pouvez être à 8000 km de là, simplement en train de faciliter une transaction commerciale, mais nous viendrons vous chercher. C'est ainsi que les sanctions extraterritoriales américaines sont appliquées. Et ce que Glenn Diesen dit dans cette interview est assez remarquable. Il déclare « Nous avons cherché à écraser l'économie, et en décembre, cela a fonctionné. La monnaie s'est effondrée, les dollars se sont épuisés, il y a eu des pénuries de dollars. Et les gens sont descendus dans la rue à cause de cela, explique Diesen. » Et puis il dit que tout cela évolue de manière très positive. Le cynisme de la situation est extraordinaire. Bien sûr, allez voir le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal. Quel est leur récit? Que les gens sont descendus dans la rue pour protester contre la corruption et la mauvaise gestion de leur régime. Et ce qui m'étonne, Glenn, c'est que même après que la secrétaire au Trésor des États-Unis l'a expliqué, pour ceux qui connaissent le magicien d'Oz, quand le chien Toto a tiré le rideau et révélé que le magicien n'était qu'un vieil homme parlant dans un mégaphone, même après que la supercherie a été dévoilée, aucun média grand public n'en a parlé. Personne n'a publié d'article disant « Ah, voilà pourquoi les gens sont descendus dans la rue. Voilà la raison des manifestations. C'était un jeu américain. » C'est une opération de changement de régime menée par les États-Unis, à peine mentionnée, même après avoir été expliquée clairement, avec jubilation, ce sourire sur le visage du secrétaire au Trésor. On n'en parle pas. Voilà donc le contexte tel que je le vois. C'est un changement de régime de haut en bas. Ce sont des instruments économiques, et les États-Unis les possèdent en raison du rôle du dollar dans le système international et du fait que les États-Unis, seuls parmi les pays, contrôlent essentiellement le FMI, puisqu'ils sont les seuls à disposer du droit de veto. Et j'aime rappeler aux gens, la Banque mondiale se trouve sur la 18e rue et Pennsylvania Avenue, à un pâté de maison du bureau exécutif du président, à 2 pâtés de la Maison-Blanche et à 3 du Trésor. Et le FMI est un pâté plus loin. C'est donc l'alignement du pouvoir international américain utilisé pour écraser d'autres gouvernements. Ce n'est plus sans conséquences, je pense. Eh bien,
Après la guerre froide, bien sûr, l'Amérique était la seule puissance en jeu. Donc, sans alternative, elle pouvait recourir à la coercition économique de manière assez efficace et sans trop de répercussions. Mais il semble qu'avec l'émergence de ce monde multipolaire, un dilemme se pose, car d'un côté, il y a davantage d'incitations à utiliser la coercition économique pour empêcher l'ascension de rivaux. De l'autre, cette coercition a désormais des conséquences, car il existe maintenant d'autres centres de pouvoir offrant l'accès à des technologies, des industries, des chaînes d'approvisionnement et des corridors de transport physique. Comme vous l'avez dit, les banques, les monnaies, les alternatives à SWIFT. Il semble donc que cela puisse devenir un processus très autodestructeur à mesure que les États-Unis passent en sur-régime et que de nouvelles alternatives sont mises en place par des organisations comme les BRICS. Mais je suppose que c'est une discussion pour un autre jour. Well, just if I may just say, Eh bien, si je puis me permettre, sans nous retenir trop longtemps, ces alternatives progressent plus vite qu'on ne le pense. L'une des raisons, c'est qu'il n'est pas techniquement difficile d'effectuer des règlements en dehors du dollar. Mais le point essentiel est le suivant. Si vous êtes une entreprise russe, iranienne ou vénézuélienne et que vous dites « je veux régler en rouble, en renminbi ou dans une autre devise », vous ne pouvez pas simplement aller voir votre banque pour le faire. Même si, pour la banque, il serait très simple d'avoir un compte correspondant non pas en dollars, mais dans ces autres devises. La raison, c'est que même si la transaction est effectuée en rouble ou en renminbi, la banque reste vulnérable à l'influence américaine si elle traite aussi, dans le cadre de ses activités normales, des opérations en dollars. Et cela parce que les sanctions sont toujours FMB à cette banque. imposed on that bank. So what is needed is not sophisticated. Ce qu'il faut, ce n'est pas une solution technique sophistiquée. Cette partie-là, la plomberie, n'est pas si difficile. Ce qu'il faut, ce sont des institutions complètement séparées du système du dollar, afin qu'elles ne soient pas soumises aux sanctions américaines. Ce qui est en train d'être mis en place, c'est un système parallèle de règlement. Il ne peut pas passer par les grandes banques, mais il peut fonctionner en devises non libellées en dollars. Cela doit se faire par l'intermédiaire d'institutions distinctes. En Russie, un nouvel ensemble d'institutions numériques a vu le jour, sans lien avec les banques, mais capable de gérer des règlements transfrontaliers presque en temps réel. C'est meilleur que SWIFT à bien des égards, et cela a émergé au cours des dernières années. La Chine a décidé qu'elle devait aller de l'avant, car sinon elle resterait constamment sous la menace des États-Unis, constamment sous pression. Les banques chinoises ne veulent pas être coupées du système de règlement américain, le système de règlement SWIFT. Ainsi, la Chine est en train de créer un système alternatif et de nouvelles institutions non liées au dollar émergent pour fonctionner sous le système chinois de paiement interbancaire. À mon avis, cela progressera plus vite que les gens ne le pensent. Je pense que d'ici 10 ans, peut-être 25% supplémentaires des transactions mondiales seront réglées dans des devises autres que le dollar, car techniquement, c'est tout à fait réalisable. Avec les nouveaux règlements numériques, c'est même plus efficace que SWIFT. Mais le défi, c'est qu'il faut mettre en place tout un nouvel ensemble d'institutions, car toute institution ayant au moins une partie de ses activités en dollars ne peut pas mener ses opérations hors dollars, autrement que sous l'influence de SWIFT. En résumé, selon moi, l'utilisation par les États-Unis de leur monnaie comme arme, qui s'est intensifiée à travers le monde, ne pourra pas durer. Cela ne se terminera pas immédiatement, mais d'ici 5 ou 10 ans, les États-Unis eux-mêmes auront détrôné le dollar américain en faisant un mauvais usage, en abusant du privilège d'être l'émetteur de la monnaie clé. Une proportion très importante des règlements mondiaux se fera alors dans des devises autres que le dollar, et la portée des sanctions américaines diminuera nettement.
car les États-Unis ne pourront plus imposer leur volonté de manière extraterritoriale. En d'autres termes, ils pourront encore empêcher les entreprises américaines de commercer avec un pays ciblé, mais ils ne pourront plus empêcher des pays tiers de faire des affaires avec ce pays ciblé. Eh bien, des temps intéressants, en effet. Il semble que ce soit un moment tout ou rien où les États-Unis peuvent soit briser leurs rivaux, soit se détruire eux-mêmes dans le processus. Comme toujours, je sais que vous avez une journée bien remplie là-bas en Grèce, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bien sûr, c'est un plaisir d'être avec vous, Glenn. Merci.